On va donc enchaîner sur l'atelier Enea Visu. Ce matin, on a vu la théorie quelque part sur le coaching, sur le développement personnel et les comportements humains. Là, on va passer beaucoup plus sur quelque chose de concret. Ce que je vous propose, c'est de faire connaissance avec Margot. Margot est déjà en train de dessiner. Donc elle travaille pendant que moi, je parle. Je te propose de te présenter, Margot. Alors moi, je m'appelle... Bonjour à tous, moi je m'appelle Margot Husson. Je travaille pour une société qui s'appelle Ewell. Et ça fait 5 ans maintenant que je suis facilitatrice graphique et facilitatrice en intelligence collective. À la base, je suis issue d'un parcours en sciences politiques et j'ai passé pas mal d'années en Suède pendant mes études et aussi en travaillant au sein d'ONG d'associations. Et c'est là-bas que j'ai appris à dessiner, en fait. Je dessinais pas du tout à la base et aujourd'hui, c'est devenu mon métier que d'accompagner les personnes grâce aux outils visuels, grâce à des dessins très simples, des schémas, les accompagner à mieux se comprendre, à mieux travailler ensemble. Donc voilà, je développe ça dans plein de contextes différents. Et là, aujourd'hui, dans le contexte d'accompagnement individuel et collectif. Voilà. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup. Moi, en ce qui me concerne, en fait, j'ai passé 25 ans dans des entreprises de services du numérique, à accompagner la transformation digitale. Et en parallèle de ça, je me suis intéressé à l'énéagramme, un système d'études des comportements. Et je me suis dit un jour, mais si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Et j'ai créé Isacto pour placer les humains au cœur de la transformation digitale des entreprises. Alors, comment va se dérouler l'atelier ? Je vais commencer dans un premier temps par vous faire vraiment un apport théorique en fait, sur l'énéagramme et les comportements humains. On passera très rapidement sur un entretien pour lequel on a un gentil volontaire qui a bien voulu se prêter à l'exercice et qui... Oui, je ne m'entendais plus. Et qui va en fait continuer qui va nous permettre en fait d'avoir une illustration de ce qu'est un coaching socio-digital. Et puis à la fin de cet atelier, on ira partager le visuel créé en live par Margot, qui servira en fait de support à l'évolution personnelle en fait de ce volontaire que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, quelques informations sur les modes de fonctionnement. Ce matin, je suis allé relativement en détail, on va dire, sur les modes de fonctionnement. Nous avons tous le même cerveau, en tout cas un cerveau composé des mêmes parties que sont d'une part le cerveau reptilien, qui est le siège en fait de toute la motricité, de tous les réflexes innés, la respiration, l'alimentation, le déplacement physique. Nous avons également une partie du cerveau qui est consacrée au siège de l'émotion. Le siège de l'émotion, c'est vraiment toutes les relations sociales, les pulsions, les plaisirs qui peuvent nous animer chaque jour. Et la troisième partie, en vert sur ce schéma, le néocortex, qui est le siège en fait de la réflexion. Donc là, on parle de raisonnement, de conscience de soi, de langage, etc. C'est une partie qui est plus importante en surface ou en volume, mais pas plus importante que les autres, puisque aucune de ces 3 parties de cerveau n'est plus importante que les autres. Et quand on utilise un système d'études des comportements, moi j'utilise l'énéagramme. En fait, l'énéagramme déduit de cette organisation en fait 3 types d'intelligence qu'on appelle les centres d'intelligence, des instincts également, instincts plutôt dans les relations aux autres, donc qu'on appelle survie, tête-à-tête et social, et puis des talents et des excès. Donc des talents, des choses que l'on fait très très bien et très naturellement, et puis parfois on se fait aussi des nœuds, que ce soit des nœuds au cerveau, des nœuds au cœur ou des nœuds dans les tripes, pour des choses qui nous posent problème, sans vraiment savoir d'ailleurs pourquoi ça nous pose problème. Alors, un mot sur ces 3 centres d'intelligence. En fait, on leur a donné un petit nom. Tout ce qui concerne le néocortex, c'est le mental au sens intellectuel du terme. Tout ce qui concerne le cerveau limbique, c'est la partie affective, le centre affectif en fait de l'énéagramme. Et tout ce qui concerne le cerveau reptilien, c'est le centre corporel. Là, juste pour vous illustrer ce que vous allez voir par la suite, vous avez ici une représentation de l'énéagramme. Donc ça, c'est une figure assez traditionnelle dans l'usage de cet outil.
avec, je vous ai mis en couleur les 3 centres d'intelligence, et pour chaque centre d'intelligence, les 3 types d'intelligence que compose chaque centre. Ça nous fait en fait 9 grands types de personnalités. Il n'y a pas une personnalité meilleure que les autres, un type meilleur que les autres. Il y a simplement 9 façons de penser, de ressentir ou d'agir au quotidien. Mais ces centres d'intelligence et ces types de personnalités, en fait, conditionnent beaucoup de notre vie et font les énormes différences qui existent entre les individus. Alors, pourquoi s'intéresser aux personnalités ? Et souvent, quand on est dans le monde de l'entreprise, malheureusement, les dirigeants ou les managers, ou même les individus, les collaborateurs, peuvent réagir en disant « mais dans l'entreprise, on ne parle pas du tout d'émotions, on ne parle pas de personnalité, ça c'est dans la vie privée, etc. » Alors, ce matin, je le disais et je le répète là actuellement, c'est que l'individu, lui, il ne change pas, qu'il soit dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle. C'est le même individu avec le même cerveau, avec les mêmes parties de cerveau, la même sensibilité. Et donc, il est indispensable pour les entreprises aujourd'hui de s'intéresser aux personnalités et de s'intéresser au développement personnel de ses collaborateurs. Et pas uniquement des collaborateurs, mais aussi des équipes de management et des équipes dirigeantes. Et donc, on parle de développement personnel au sein de l'entreprise. C'est de moins en moins un gros mot, c'est au contraire une force de différenciation, un moyen de progresser à titre individuel, à titre collectif, et d'être beaucoup plus performant en termes de coopération au sein de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte, à titre individuel, de permettre à chaque individu de trouver du sens. Et trouver du sens, on y met tous un sens différent. L'important, c'est que tous les sens convergent dans la même direction. De nourrir les relations, donc là, on est vraiment sur l'aspect affectif en fait, du propos, que les gens en fait, aient des relations humaines chaleureuses et de pouvoir agir et mobiliser toutes ces énergies au profit de l'entreprise. Ça, on retrouve exactement les mêmes propos au sein d'une équipe. C'est-à-dire qu'au niveau collectif, on va pouvoir organiser et partager une vision commune. On va pouvoir rassembler, vivre et travailler en équipe, ce qui souvent n'est pas le cas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui collaborent, les uns à côté des autres, quelque part, mais pas forcément qui coopèrent ensemble. Et puis, dernier axe, c'est de pouvoir mobiliser les énergies et agir concrètement sur des actions de terrain. Ce matin, dans les interactions qu'il y avait dans le tuto, quand je demandais comment vous faites pour construire, plusieurs personnes m'ont dit je réfléchis, j'anticipe, je planifie, et on voyait bien qu'on était plutôt dans l'anticipation et la réflexion intellectuelle plutôt que dans l'action concrète de construire avec une pelle, un marteau, une truelle, etc. Alors, dans le déroulé de l'entretien, on va passer très rapidement à l'interview commentée. Et je vais vous demander d'accueillir Christophe Chappé. On aurait presque pu tirer au sort et dire que c'était lui qui avait été tiré au sort, mais vous l'avez compris, c'est un petit peu préparé. Donc Christophe, je vais te demander de bien vouloir t'installer. Voilà, de prendre un micro. Parfait. Salut Henri. Merci Christophe d'être présent. Alors, pour le public... cet entretien en fait, de coaching est un entretien qui se déroule habituellement sur une durée d'à peu près 45 minutes. Donc vous l'aurez compris, on va le faire de manière très accélérée aujourd'hui. Christophe a déjà vécu cette expérience et il a accepté en fait, de bien vouloir la reproduire et en public. Donc doublement merci Christophe pour ta présence aujourd'hui. Normalement, les entretiens de coaching sont totalement confidentiels, donc Christophe est entièrement libre de vous livrer ou pas telle ou telle partie de sa vie. Christophe, tu connais un petit peu l'énéagramme. Je te remercie en fait de ne rien dire de ton type d'énéagramme pour ne pas perturber en fait la lecture du public et pour que ça soit le plus neutre possible. Pendant cet entretien, en fait, je vais te poser des questions. Tu connais la démarche. Tu es entièrement libre de répondre ou pas. Si une question te dérange, tu dis joker et je passe à la question suivante. Je te poserai d'abord des questions générales
et puis après des questions plus spécifiques pour parcourir l'ensemble de l'énéagramme et essayer d'aller sonder les différents types de l'énéagramme. Pendant ce temps-là, Margot nous produira l'énéavisu qui correspond à ce qu'elle perçoit de l'entretien. Alors, on dira peut-être un mot dans les questions-réponses des intermédiaires, des perceptions, des biais, etc. C'est parce qu'on a préparé longuement avec Margot la manière de coopérer et quels sont les mots sur lesquels il faut réagir, à quoi ils correspondent, ce qu'ils signifient, qu'aujourd'hui on peut avoir une représentation qui est relativement fidèle en fait à la personnalité de la personne coachée. Est-ce que tout va bien pour toi, Christophe ? Pas du tout. Non, je plaisante. Ça me fait penser quand même, j'étais en train de penser à un magicien avec son assistante et que je vais me faire embrocher incessamment sous peu. Ça fait penser à ça, je t'avoue, là. D'accord. Donc, je stresse pas du tout, mais un petit peu quand même, là. Le premier coup, ça m'a pas fait mal, hein, quand même. Bon, très bien. Donc, sur scène, je m'attends à tout avec Henri. Donc, Bon, dans tous les cas, ça sera bienveillant. Donc, tu te feras peut-être embrocher, mais de manière tout à fait bienveillante. Non, j'ai plutôt confiance, en fait. Bon, Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. La salle en délire va me supporter pendant, je sais pas, 3/4 d'heure, c'est ça On va le faire en 25 minutes, 20 minutes. Ça va être cool, alors. Ouais. Ok. Voilà. Et alors, pour le public, j'essaierai à chaque fois de vous partager en fait ce que moi j'entends dans l'interview. Là, j'ai entendu un mot-clé important pour Christophe. C'est le mot confiance. Il nous a livré déjà un premier secret, c'est « je fais naturellement confiance ». Oui, alors je ne me suis pas présenté, donc je suis Christophe Chappé, Oui, je ne me présente pas. Non, mais je t'en prie, vas-y. Je n'allais pas dire mon type, hein, je te promets, tu m'as dit de pas le dire. Je suis obéissant en plus. Je te laisse te présenter. Non, je suis Christophe, je suis directeur numérique et logistique de Nantes Métropole Habitat, donc grand bailleur social du Grand Ouest. Ça, c'est ma vie de jour et j'ai plusieurs vies. Donc la nuit, je m'occupe d'une petite société qui s'appelle Atlantique Digital et d'un réseau qui s'appelle ADN Ouest que j'ai co-créé avec, je dirais que la co-création est aussi un mot-clé chez moi où j'ai du mal à faire des choses tout seul et je les fais plutôt à plusieurs, c'est plutôt très sympathique. Donc voilà en gros mes multiples vies, mes multiples activités, dont le bateau, dont la pêche, etc. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu apprécies dans ton activité professionnelle ? Ce que j'apprécie dans mon activité professionnelle, dans mes activités, ce que j'apprécie, c'est la diversité. C'est capacité à changer énormément de projets à la fois, c'est-à-dire de faire évoluer de multiples projets et une capacité, je dirais, à rencontrer des gens très différents. Chez Nantes Métropole Habitat, j'ai des gens qui ont plutôt du bac plus 5 à 7, à des gens qui sont mécaniciens, métallos, etc. Et donc avoir une diversité culturelle, capacité à les emmener dans des projets communs, c'est assez sympathique. Et qu'est-ce qui te déplaît ? Qu'est-ce qui me déplaît ? Les contraintes. J'aime bien être libre de mes choix. C'est-à-dire que je dirais ce qui me déplaît, c'est qu'on me mette des empêchements, des barrières. J'aime bien aller au-delà des limites, de ne pas me laisser embêter par des règles qui ne servent à rien, quoi. Mettre un masque, par exemple, sur scène, je trouve que c'est débile. Bon, merci. Alors, je me tourne vers le public. Christophe ne réagit pas et n'entend rien de ce que je dis. Mais on entend déjà très, très clairement en fait, sa notion de liberté, son besoin de liberté et son aversion pour les contraintes. Donc là, ça donne déjà une première indication. Il faut entendre ça en fait, dans la personnalité. C'est quelque chose de très ancré. On va le voir chez Christophe. Christophe, si tu devais te décrire, que dirais-tu ? Je sais pas, il y a Cécile Sergent qui est à l'autre côté qui dit j'ai un petit côté Messner. Pas que c'est pas moi, mais moi. Comment je me décrirais moi ? C'est ça que tu veux ? C'est cela. Alors moi, je suis plutôt... alors, c'est ma vision personnelle, hein. Les autres ne me décrivent pas comme ça, mais je suis plutôt un bon vivant. J'adore avoir du monde en permanence autour de moi et, j'allais dire, épicurien dans l'âme, c'est-à-dire j'aime bien le bon vin, j'aime bien la bonne bouffe, j'aime bien, je dirais, profiter des loisirs de la vie. J'aime bien être entouré de gens, en fait, et d'apprendre justement, que ce soit de la cuisine balinaise ou... à faire mon propre vin. Voilà comment je suis, c'est quelqu'un de passionné, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie, je dirais, affective. Les journées font 24 heures et j'adore les remplir à fond. C'est-à-dire qu'en gros, le mot s'ennuyer, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai jamais connu. Et je dirais que je sais optimiser plutôt l'efficience du temps. C'est ce qu'on a de plus précieux au monde.
Le temps, c'est pas de l'argent, hein, c'est une capacité à l'occuper le mieux possible. Voilà comment je me décrirais. J'optimise à fond mes multiples projets, mon temps qui est de 24 heures. C'est le seul truc qu'on est égaux d'ailleurs sur cette planète. Le port du masque en ce moment, mais c'est surtout les 24 heures qu'on a tous, qu'on soit africain, brésilien, japonais ou français. On a tous 24 heures. On n'est pas tous égaux sur cette planète, mais le temps est égal pour tout le monde. Et alors, comment penses-tu être perçu par les autres ? Comment je suis perçu ? Je suis perçu comme quelqu'un qui... ils m'appellent tous... la plupart m'appellent TGV, au sens où j'ai plutôt une vision stratégique et j'ai toujours 2-3 coups d'avance sur la moyenne, malheureusement. Et ce qui fait que j'emmène... je suis un peu la locomotive quels que soient les projets, quelles que soient les ambitions, c'est de se dire, une fois que j'ai un cap, j'emmène l'équipe à travers le cap et c'est souvent qui tire la charrue, j'allais dire, gentiment parlant. Parfait. Merci pour ce partage. Qu'est-ce qui t'agace le plus au quotidien ? Ce qui m'agace le plus, perdre mon temps. C'est assez logique, hein. C'est-à-dire des réunions, je ne sais pas si ma DRH est en face, mais perdre du temps en réunion quand on se dit des trucs qui ne servent à rien et qu'on y passe 2 heures. Moi, une réunion, ça doit durer grand maximum 20 minutes, une demi-heure, et pas 2 heures à se dire toujours la même chose et pas acter, quoi. Donc, ce qui m'agace, c'est de perdre mon temps. Très bien. Donc j'espère que tu ne perdras pas ton temps avec cet entretien. On en a fini pour les questions générales. Tout va bien jusque-là ? Je suis encore vivant, tout va bien. Bon, très bien. Tu ne t'es pas encore fait embrocher ? Non, ça va plutôt bien. Non, et ça, j'ai la va. petite derrière. Bon. Parfait. Alors, je vais poursuivre avec les questions spécifiques. Je serai peut-être amené à t'interrompre ou à passer vite sur une question pour pouvoir rester dans le timing de l'événement et habituellement de l'entretien de coaching. J'aimerais savoir ce qu'est pour toi l'efficacité. L'efficacité d'atteindre son but, quelle que soit la voie. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas forcément un chemin tracé pour être efficace. L'important, c'est un peu le résultat. C'est de se dire que si je fais du bateau et je vise un cap, j'y vise d'aller prendre l'apéro à Belle-Île, l'efficace, c'est d'arriver à Belle-Île un peu avant midi, ça peut être sympa. Est-ce que j'y vais par le nord, par le sud D'accord. C'est pas forcément très important, quoi. Et la réussite, pour toi, c'est quoi ? Atteindre le cap. Atteindre le cap. Mais jamais tout seul. Enfin, c'est une réussite. J'adore partager les réussites collectives et les échecs. On peut avoir des échecs, mais capacité. La réussite, c'est capacité à atteindre un objectif, quel qu'il soit mineur ou gigantesque. C'est d'y aller tous ensemble. D'accord. Et du coup, qu'évoque la notion de reconnaissance pour toi ? La reconnaissance, j'allais dire partagée comme moment, mais c'est con en fait. La reconnaissance, c'est plaisant, mais c'est pas forcément. Je suis pas égocentrique. Enfin, j'espère pas être égocentrique. Et c'est reconnaître le travail d'une équipe, le travail, je dirais, du travail accompli, du bon travail, quoi. C'est de se dire, voilà, la reconnaissance. J'attends pas forcément la gloire. Une capacité à dire, tiens, ils l'ont fait, ils ont réussi des trucs qui étaient impossibles. Ça, c'est assez génial, c'est de se dire, tiens, il y a Gwen qui est dans la salle, on a réussi des trucs impossibles chez ADN West, par exemple, de créer un booster, etc., où on nous avait dit et prédit une mort annoncée, et d'arriver à faire des trucs que les autres n'osent pas, c'est de la reconnaissance quelque part, sans forcément être glorifiante, quoi. D'accord. Alors, je me tourne vers le public, mais là, on peut déjà entendre la notion d'atteindre le cap, la réussite. On entend que c'est quelque chose d'important. Mais en même temps, la reconnaissance, Christophe a mis un petit peu de temps à répondre sur la reconnaissance, ce n'est pas quelque chose qui lui parle immédiatement, et en plus, il le précise rapidement, il faut qu'elle soit partagée. Donc voilà, j'attire juste votre attention sur ce point-là pour la suite de l'interview. J'aimerais savoir ensuite si il t'arrive d'anticiper que les choses puissent mal se passer. Oui, forcément. Enfin, mal, c'est pas forcément. Je pense pas à l'échec au sens emmener une équipe à l'échec ou dans un projet. C'est une capacité à se dire il y a des chemins qui sont plus ou moins chaotiques, on va dire, et d'essayer de se projeter. Donc, je fais du coaching dans d'autres trucs sur de la projection mentale. C'est une capacité justement à diminuer les risques. Donc, est-ce que ça va jusqu'à imaginer des scénarios négatifs ? Pardon ? Est-ce que ça va jusqu'à imaginer des scénarios négatifs ? Non, enfin, ceux qui me connaissent, c'est plutôt très positif tout le temps. Donc,
Négatif, non, j'ai jamais fait de scénario négatif. Des scénarios et des risques, oui. Et après, les risques sont assumés au sens, on peut les prendre ou pas. Et je dirais que ça soit dans des projets pro ou en bateau ou ailleurs, c'est une capacité à se dire, soit on les prend les risques, soit on les prend pas, mais on les partage avec son équipe, son équipage, et une capacité à y aller, je dirais, si on peut, on a le droit à l'échec, hein, c'est-à-dire de se planter, mais on assume l'échec commun, quoi. C'est pas l'échec du décideur, quoi. Et dans quelle mesure tu fais confiance aux autres ? Alors, de base, hein, je fais toujours confiance, comme je te fais confiance à toi de m'emmener sur cette scène. Je fais toujours confiance et je délègue ma confiance. Et par contre, ça s'acquiert, la confiance. C'est pas inné. Donc, par défaut, j'ai fait le choix dans ma vie de faire confiance. Et je dirais que tant qu'on ne me trahit pas quelque part ou qu'on ne me fait pas un petit dans le dos, la confiance, ça se garde. Et c'est un pouvoir que j'ai de... Je gagne du temps en faisant ça. Ça m'évite de contrôler les autres, ce qu'ils font, etc. Je suis pas un bourreau de timing, c'est-à-dire de contrôler le temps des autres. Ce qui compte, c'est plutôt est-ce qu'ils ont réussi dans leur vie à grandir quelque part. Et si ça se passe mal ? Si ça se passe mal, généralement, j'explique ce que j'attends. Donc, ça peut se passer mal, mais on a le droit à une erreur, pas 2 fois la même, c'est tout, quoi. Je suis assez exigeant, et pour moi-même et pour les autres, mais pas sans expliquer, pas en terrorisant les autres pour rien, c'est pas mon style. On a le droit à l'échec, mais pas forcément 2 fois le même échec, quoi, quand même. D'accord. Donc, je me tourne à nouveau vers le public. On voit que la notion de confiance est assez facilement accordée par Christophe. Donc, c'est un point à avoir en mémoire. Et même si ça se passe mal, on a le droit encore à une erreur et à un deuxième jeton. Donc, ce n'est pas quelque chose qui le fige au quotidien. Alors, il y a des gens qui prennent facilement position. Qu'en est-il pour toi ? Prendre position, c'est ce qui est le plus facile pour moi, en fait. Je sais toujours trancher vert ou rouge ou prendre une position. J'ai fait des choix de vie, je dirais pas de faire de politique, hein, ouvertement, mais une capacité à trancher assez facilement. Et toujours de façon, je suis un peu matheux dans l'âme, de façon cartésienne, quoi. À mesurer le pour ou le contre, avantage, inconvénient, et de se dire, tiens, allez, ok, cette voie-là, c'est quand même la meilleure. Donc je prends position de façon, je dirais, quasi instantanée, pas forcément besoin de beaucoup de temps pour réfléchir, quoi. Et quand il y a un conflit autour de toi, est-ce que tu prends facilement position ? Quand il y a conflit, c'est qu'il y a problème. Oui. Donc si le problème est avéré, on essaie de le résoudre ensemble. Si c'est de l'enfantillage, ça peut m'arriver de trancher un peu violemment, j'avoue. Mais je ne suis pas un spécialiste des grands conflits, quoi. Quand les gens s'engueulent, c'est soit ils ont une bonne raison, ça les regarde. Si je dois intervenir, c'est qu'il y a un conflit avec moi. Et généralement, c'est assez rare finalement, quoi. Très bien. Eh bien, écoute, merci pour ça. Ça va toujours ? Ça va toujours. Bon. Alors, on va continuer. En fait, j'aimerais savoir si c'est important pour toi de respecter les règles. C'est quoi la question ? Est-ce que c'est important que je respecte les règles ou de Oui. les respecter au sens large ? Est-ce que c'est important pour toi de les respecter ? Putain, c'est dur, là. Je vais avouer des trucs. Les règles, j'admets qu'il en faut. C'est quand la règle est intelligente, de rouler à 30 km/h devant une école, je trouve ça logique, et donc c'est une bonne règle quelque part. De se dire de rouler, j'allais dire à 130 sur l'autoroute, ça dépend où, c'est quand même super chiant. Ou de mettre un masque alors qu'on est une dizaine dans une salle de 400 mètres carrés. Quand la règle est débile, non, je ne l'obéis pas, je suis désolé. Donc, c'est ce qui me permet de sortir de mon précaré, en fait. Il t'arrive de les transgresser Ouais, ouvertement. Ça dépend quelle règle, hein, mais quand le risque est limité et calculé, oui, je ne respecte pas les règles, j'avoue. Et ce qui permet de sortir de sa boîte. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas un mouton et que je suis plutôt un autre animal. Mais cette capacité à se dire, attention, à respecter toutes les règles, on généralise un peu la pensée et pas l'envie de créer, etc. Donc des fois, de sortir un peu franchir la ligne jaune ou de franchir une espèce de limite qu'on se donne dans sa tête, ça peut faire du bien, ça peut permettre de se libérer un petit peu, quoi. Merci.
Donc, pour le public, là, on entend quand même très clairement que les règles, c'est important, mais que pour Christophe, il lui arrive de les transgresser. Alors, on ne va pas dévoiler de secret. Par contre, il faut que vous ayez en tête que quand on impose une règle dans un groupe ou dans un projet, il y a forcément des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs associées à ces règles et qui peuvent transgresser ces règles-là. C'est important de le savoir, déjà pour soi, pour se dire, bah oui, là, j'aurais peut-être pas dû transgresser cette règle-là. Mais bon, on en reparlera un petit peu plus loin. Est-ce qu'il t'arrive, ou est-ce que tu es du genre plutôt à t'auto-critiquer ? À t'auto-critiquer. Est-ce que je m'auto-critique ? Je sais pas trop, je t'avoue. Au quotidien, non, ça, c'est sûr. Enfin, je m'engueule pas tous les matins. Ça m'arrive de dire putain, je suis trop con, mais comme tout le monde, j'espère. M'auto-critiquer. M'auto-analyser, oui. Au sens. Alors, je fais pas de la méditation, mais je prends des temps pour moi. C'est-à-dire qu'on est en réunion 10 à 12 heures par jour, mais je m'autorise des temps volontairement de réflexion. Et l'autocritique au sens positif ou négatif du terme, que ce soit tout seul ou en équipe, j'aime bien prendre un quart d'heure, une demi-heure par jour pour se dire, allez, petit bilan, t'en penses quoi ? Tu souffles un peu ? Qu'est-ce que tu as fait de ta journée ? Est-ce que c'était... donc mon autocritique, je la fais de façon, est-ce que j'ai fait du récurrence ? En gros, j'ai entretenu une machine personnelle, ou est-ce qu'au contraire, j'ai construit ? C'est très important pour moi de créer, quelque part. Je ne suis pas un artiste, mais c'est créer des choses, c'est important. Parfait. Est-ce que tu estimes être quelqu'un de singulier ou d'original ? Original. Monter sur scène déguisé en Astérix, c'est original, ça ? Ouais, je l'ai déjà fait. Ça peut être original, non, je pense pas. Je suis pas excentrique, on va dire. Singulier, oui, j'aime bien m'amuser. Donc, chez Aden West, on a une adage qui est on fait des trucs très sérieux sans se prendre au sérieux. Et donc, l'assemblée générale d'une association, c'est quand même très très chiant à la base. Donc, on avait pris l'habitude, quand j'étais président, de se déguiser. Et donc, ça a mis une ambiance assez sympathique. Donc, ce que tu appelles singulier, oui, j'adore ça, par exemple. Très bien. Mais on te l'a déjà dit ? Que quoi ? J'étais Astérix ? Que tu étais original ou singulier ? Original au sens égocentrique, non, mais au sens différent, oui, un petit peu quand même, ouais. Pas au sens, vas-y donc, toi. Et en fait, peu de risques. Parfait. Qu'évoque pour toi la beauté et l'esthétique ? C'est pas Messner, c'est pire que ça, en fait, que tu es. La beauté et l'esthétique. J'aurais dû réviser mes cours de philo, là. La beauté et l'esthétique. C'est important. Important, pas forcément au sens culturel du terme. C'est-à-dire que la beauté, elle est subjective. Je vais dire, Gwen est une belle personne. Pas forcément physiquement. Ça peut être beau à l'intérieur, au sens mental du terme, au sens elle fait des belles choses, au sens accompagnement d'équipe, etc. Et c'est ce qui est le plus important. Donc la beauté peut être très intérieure. L'esthétique au sens physique, oui, moi j'aime bien avoir des belles choses, mais c'est plus pour le plaisir des yeux, etc., mais pas forcément une fin en soi, quoi. D'accord. Alors, petit éclairage. En fait, Christophe a mis un petit peu de temps à nous répondre sur beauté et esthétique. Donc, il était plutôt dans la recherche, dans la réflexion, on va dire, de sa réponse. Certaines personnes répondent spontanément en reliant beauté et esthétisme aux émotions, par exemple. Et on est dans un registre un petit peu différent en ce qui concerne Christophe. Est-ce que tu peux me dire ce que représente l'authenticité pour toi ? J'allais dire entier. L'authenticité, c'est être vrai, être soi, quoi. J'aime pas mettre une cravate, j'aime pas bien parler quand j'ai envie de dire des choses, etc. Donc d'être authentique, c'est important de pouvoir se libérer quelque part. Donc l'authenticité, elle est plutôt très dans la relation, quelque part. D'accord. Et c'est bien, un vin qui est authentique, c'est un parchapante. Il est un peu, c'est pas j'allais critiquer les Bordeaux, mais c'est pas forcément le bon terme, mais se dire tiens, un truc, et ils sont tous pareils, c'est pas drôle, quoi. Donc d'avoir une équipe authentique, c'est chacun a sa valeur, chacun apporte son petit grain de sel ou son petit grain de poivre, ça peut être rigolo, quoi. Parfait. Est-ce que tu es facilement conscient des besoins des autres ?
Oui, je les invite, enfin des besoins des autres, j'invite souvent les autres à se prononcer sur qu'est-ce qu'il leur faut pour avancer, même s'ils ne me demandent rien. Et souvent, il manque quelque chose qui n'est pas forcément de mon ressort, mais je vais faire en sorte qu'ils l'aient pour leur dire, OK, des choses qui ne sont pas forcément utiles, mais qui se disent, tiens, j'ai vu la mode il y a 10 ans où il fallait tous avoir un baby-foot pour se dire on faisait de la RSE dans les boutiques, ce qui n'est pas du tout ça. Mais ce n'est pas forcément un besoin d'avoir un baby-foot. C'est se dire, tiens, j'ai besoin d'avoir du collaboratif et qui sort un peu de l'ordinaire que du projet, quoi. On a besoin de s'éclater ensemble, quoi. Ouais. Et alors, c'est plus ou moins facile de faire un cadeau à quelqu'un. Qu'en est-il pour toi? Non, ça, c'est très facile. Ça dépend qui, mais... Tu peux nous partager? Est-ce que tu as un exemple à nous livrer, par exemple? De cadeau? Ouais, par exemple... De démarche pour faire le cadeau. De démarche pour faire le cadeau? Le cadeau, il n'est pas pour moi. Enfin, si, généralement, c'est pour un autre. Quoi que je me fais des cadeaux moi-même. Mais capacité à se dire, le cadeau doit faire plaisir aux autres et doit, je dirais, apporter, tiens, il va se souvenir de ça, parce que le cadeau n'est pas forcément typique, on va dire. Donc, d'offrir une tournée en hélicoptère ou des trucs un peu sympathiques, ça peut être très, très, très rigolo, quoi. Et comment tu procèdes pour trouver cette idée ou ce cadeau? Enfin, j'allais dire l'empathie, c'est à un moment donné, tu écoutes les gens, ils vont toujours te sortir un peu leur doux rêve. Moi, j'ai un espèce de jeu que je pratique assez souvent, c'est si j'étais la fée Clochette ou le génie d'Aladin, tu as 3 vœux, vas-y, fais-le. Donne-moi tes 3 vœux. En fait, à travers ce petit jeu, j'utilise souvent en recrutement, etc., c'est capacité à avoir des notions de doux rêve de certains collaborateurs ou de certains collègues, et c'est de se dire, OK, bah, tiens, ce domaine-là doit lui plaire. Et donc, dans le domaine, j'essaye de trouver des choses en relation, quoi. Qui n'est pas forcément matériel, d'ailleurs. Très bien, merci. Et comment vis-tu la solitude? Comment je vis la solitude? Bien. J'aime bien être des fois seul pour réfléchir. J'ai besoin de silence, pas forcément de solitude. Cette salle, par exemple, qui est très silencieuse, je ferais bien une sieste là, qui me permettrait, je dirais, de réfléchir à ce que je vais faire après. La solitude, ça peut être un passage, mais c'est pas forcément une fin en soi, quoi. Parfait. Eh bien, écoute, merci pour cette précision. Là, je me tourne vers le public pour vraiment que vous puissiez noter en fait que la solitude n'est pas une difficulté pour Christophe. Certaines personnes ont horreur de se retrouver toutes seules. Là, ce n'est pas le cas. Ça va toujours? Ça va toujours. N'aie pas peur, rien ne va te tomber dessus. Et ne te prendre, retourne pas tout de suite, Christophe. On ira partager le. Je suis super curieux, par contre, ça, tu m'as pas posé comme question. On ira partager. J'ai un vilain défaut, c'est la curiosité. Alors, j'aimerais savoir comment tu vis les injustices. Comment je vis les injustices? Alors, je suis assez cartésien dans l'âme. Il y a certaines injustices que je peux résoudre, et puis d'autres où, malheureusement, à mon niveau, j'ai un peu de mal. La faim dans le monde, par exemple, je trouve ça injuste. Et malheureusement, je peux essayer de donner pour certains, mais pas toute la planète. Donc l'injustice, quand elle est atteignable et maîtrisable, j'essaie de les résoudre. Notion d'équité plutôt que d'injustice. Ça, c'est vrai au quotidien. La notion d'injustice sociale ou d'injustice, je dirais, humaine sur cette planète, il y a un moment donné, je laisse couler parce que j'ai plus de pouvoir là-dessus, quoi. Ouais. Est-ce que tu es du genre à savoir ce que tu veux? Oui. Et à le dire? Oui, je sais. Alors, depuis que je suis tout petit, j'ai pas beaucoup grandi. C'est capacité à se dire, quand je veux quelque chose, je l'atteins tout le temps. Je suis un têtu de chez têtu. C'est au sens, pas mauvais têtu, mais se dire, tiens, j'ai un objectif. Ça prendra le temps que ça prendra. Et j'ai une capacité à faire ce que j'ai envie, que ce soit acquisition de compétences, des trucs un peu fous. Se dire, tiens, je veux un truc, je me donne les moyens d'y aller, quoi. D'accord. Et es-tu du genre à le dire? À dire quoi? Ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu souhaites? Ah oui, je suis assez ouvert, je suis assez transparent, hein. C'est mon petit côté où j'ai pas beaucoup de secrets. Et capacité à se dire, oui, j'aurais ça, ou je veux ça, ou que ça soit clair. Et plus on est franc et honnête avec les autres, plus c'est facile, je trouve. D'accord. Quel rôle joue le contrôle dans ta vie?
Alors maintenant que j'ai dit que j'avais pas de limite, le contrôle va avec confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la confiance n'empêche pas le contrôle quelque part. On peut dire je te fais confiance, mais je vais contrôler une fois de temps en temps, puis si ça roule, on continue comme ça. Le contrôle il est juste pour se donner des limites quelque part, et c'est bien de se contrôler si on a la température, si on va trop vite, etc. Ça permet juste de réguler. C'est pas forcément un truc où on va passer son temps, je suis pas un contrôleur de gestion, etc. C'est pas un truc qui m'attire. Et tu aimes être contrôlé? Non, vu que j'ai mon esprit libertin, liberté plutôt, c'est une côté, je sais pas dire. Attention au lapsus. Putain, j'ai dit libertin. Ma femme ne regarde pas, c'est bon. Côté contrôler, alors ça me gêne pas parce que de toute façon, je suis assez transparent, je dirais, dans ce que je fais, de ce que je bosse, donc j'ai pas trop de soucis sur le contrôle au quotidien. Sur si on contrôlait ma vitesse en permanence, par exemple, ça serait super pénible, quoi. J'avoue. Parfait. Est-ce que tu valorises le savoir et la connaissance? Oui. Je vais te faire chier. Oui, c'est ce qu'on a le plus précieux. Aujourd'hui, c'est pas forcément le savoir au sens apprentissage du terme, mais de savoir fabriquer des choses, savoir jouer de la musique. C'est tellement atypique, et donc c'est la somme des savoirs qui fait qu'on arrive à faire des belles choses. Donc quelqu'un qui sait très très bien dessiner, mais qui sait faire que ça, finalement, est-ce que ça nous apporte quelque chose à un groupe? Donc le savoir est indispensable à la connaissance au sens large, mais par contre, elle doit être pluridisciplinaire et mélangée pour que ça fasse des choses, quoi. Alors tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu as besoin de t'isoler? Tu peux nous en parler? Est-ce que j'ai besoin de m'isoler? Au sens silence, oui. M'isoler mentalement du monde extérieur, on va dire. Il y a des moments où ça m'arrive d'être dans la foule un peu comme tout le monde. C'est pas des lieux où je me dis je vais réfléchir, je vais produire, ou je vais créer. C'est très rare. Donc besoin de s'isoler, c'est moment de réflexion, quoi, quelque part. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui parlent sans réfléchir? Ça m'insupporte. Sauf si c'est fondé, mais il y en a assez peu. Il y en a beaucoup qui prennent la parole pour ne rien dire ou pour se rendre intéressant. Et ça, c'est des gens qui me font perdre mon temps. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Et donc, ce n'est pas des gens qui m'intéressent au sens OK, on peut difficilement les intégrer dans l'équipe, quoi, en fait, parce qu'on perd beaucoup de temps et c'est ce que j'ai de plus précieux, quoi. D'accord. Donc là, petit éclairage pour le public. On a entendu Christophe nous indiquer que le savoir et la connaissance étaient importants pour lui et que les gens qui parlaient sans réfléchir l'insupportaient. Ça, c'est aussi un élément important en fait dans le trait de personnalité de Christophe. Qu'est-ce que le plaisir évoque pour toi? J'allais dire une grosse connerie, mais je vais arrêter. Le plaisir, est-ce que ça évoque pour moi? J'allais dire le plaisir partagé, mais maintenant que j'ai dit libertin, c'est n'importe quoi. Le plaisir, je dirais que c'est pas mon plaisir, c'est le plaisir des autres qui est important. C'est de se dire, si on peut le partager, le plaisir, partager une bonne bouteille, partager un bon repas, c'est là où c'est sympathique. Je ne suis pas très pour le plaisir personnel, hein, je suis désolé. C'est dégueulasse comme question, parce que tu me poses. Moi, je pose une question anodine. Hein. Ouais. Donc voilà ce que ça évoque, c'est un plaisir plutôt partagé. Est-ce que tu aimes multiplier les projets? Non, j'ai horreur de ça. Non, j'adore. En fait, c'est presque indispensable. En fait, mentalement, j'ai besoin d'avoir toujours plusieurs projets, que ça soit. Et j'ai toujours plusieurs choses à penser en même temps. Et ce qui m'éveille mentalement parlant, c'est une capacité à se dire. Je suis pas un homme qui se lève le matin en disant je vais faire ça ce soir et j'aurai fini, j'aurai fait ça toute la journée. J'aurais du mal à travailler à la chaîne, hein, ça c'est clair. Et donc d'avoir une dizaine, une vingtaine de projets sur le gaz en même temps, c'est mentalement presque indispensable. Et donc je peux être sur un bateau, penser à ce qui va se passer la semaine prochaine, etc. Et inversement. Au contraire, je pense que c'est très bien, quoi. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour toi quand ça devient long et ennuyeux? De quoi? Les projets? Les projets, oui. Je les découpe en morceaux. Long et ennuyeux. Soit je m'en vais, au sens je quitte le projet parce que ça sert à rien, soit j'ai une capacité à le faire avancer et donc à donner du rythme. D'accord.
c'est ça qui est sympathique, quoi. Bon, je me permets vraiment de te remercier pour cette franchise parce que, et pour le public, en fait, rares sont les personnes qui disent quand ça devient long et ennuyeux, je m'en vais. Et ça, c'est aussi un trait de personnalité important. Et il faut avoir vraiment en tête que Christophe n'est pas le seul à penser cela ou à faire cela. Il y a vraiment un bon neuvième de la population qui fonctionne comme lui. Donc, merci encore pour cette franchise. Comment tu réagis aux situations désagréables, aux situations de souffrance ? Je n'ai pas compris la question. Vous pouvez la répéter ? Quand tu te trouves face à une situation de souffrance, comment tu réagis ? Comment je réagis face à une situation de souffrance ? J'essaie déjà de comprendre pourquoi ça souffre. Ça dépend si c'est physique, mental, etc. Et soit j'ai un pouvoir dessus quelque part ou un levier pour essayer de diminuer cette souffrance, soit je laisse couler parce que j'ai pas de pouvoir malheureusement. Donc je compatis, mais malheureusement ça sert pas à grand chose, quoi. C'est comme la question d'avant, tu vois, un mauvais film, j'arrête avant la fin, tant pis. Je saurais pas la chute, mais c'est pas très grave. Pareil, quand des gens sont à deux doigts de mourir, malheureusement, on peut compatir, mais on peut pas. Si je peux pas leur sauver la vie, malheureusement, je vais les laisser mourir. Oui. Écoute, merci pour cette question un petit peu plus. C'est de plus en plus dur. Difficile que les autres. Moi, j'en ai terminé pour cet entretien en mode accéléré. Voilà. Est-ce que tout s'est bien passé pour toi ? Je suis encore vivant, oui. Bon. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose ? Une question que tu m'as pas posée. Non, je sais pas trop. Comme ça, tu m'as tellement posé, je t'avoue, là, j'ai pas fait le tour. J'ai toujours pas raccroché les morceaux, mais ça fait 2 fois quand même que je le fais, avec les couleurs du cerveau reptilien, etc. Mais c'est pas très grave. Et non, toi, ça va ? Moi, ça va très bien. Je suis enchanté de cet entretien. Donc, j'ai passé un très bon moment avec toi. J'ai trouvé beaucoup d'optimisme en fait et de joie de vivre quelque part dans les réponses que tu as pu apporter. Beaucoup de clarté également. On sent que là-haut ça fonctionne bien, que ça pulse, quoi, hein. Les idées sont très claires, bien rangées les unes à côté des autres, et également très authentique, très sincère en fait dans tes réponses. Tu nous as livré des réponses très, très claires parfois, et je me tourne vers le public. C'est assez important de le noter. Parce qu'en fait, c'est souvent pas le cas, et notamment en entreprise, les individus sont dans une sorte de jeu un petit peu caché qui vient perturber la perception qu'on peut avoir des uns et des autres. Alors, ce que je te propose, Christophe, maintenant, c'est qu'on aille prendre connaissance du travail de Margot, si Margot nous autorise à aller voir son visuel, et puis qu'on en parle tous les trois. En fait, j'attendais que ça. Alors, on va essayer de rester face aux caméras. Donc, si tu peux te mettre sur le côté, Christophe, pendant que Margot te commande son. Bon, ça va, je m'attendais à pire vu toutes les conneries que j'ai dites. Du coup, je vais vous décrypter un petit peu ce que j'ai mis en image en vous écoutant. Donc déjà, simplement pour simplifier ici, c'était des éléments un petit peu de contexte, mais ce qui correspond vraiment à l'ENEA Visu, à la transcription de l'entretien, c'est cette partie-là. Donc on retrouve Christophe au centre. Et puis finalement, de ce que j'ai perçu, alors sans forcément suivre la matrice, mais juste voilà, entre guillemets, en mind mapping autour de Christophe, c'est 4-5 grosses zones. La première, c'est celle-ci pour moi. C'est la grosse flèche, c'est le côté j'avance, quoi. Moi, ce que j'ai entendu, reçu, en tout cas ce que vous voyez en bleu et en vert, c'est le côté vision, j'ai un cap, je vais vers un objectif et j'y vais avec des personnes, le côté réussite collective, voilà, j'embarque, etc. Ici, on retrouve aussi voilà, la question de la prise de risque qui se fait pour Christophe en collectif, etc. C'est quoi, c'est un requin ton truc là ? Ouais, c'est un requin. Ah d'accord, pardon. Ce qu'il foutait de machin. Sur la route, il peut y avoir des requins. Ouais, d'accord. Et puis, ce que vous voyez en rouge, un peu de quelques clés de décryptage, c'est plutôt ce que j'ai noté, ce à quoi Christophe réagissait moins, enfin, où c'était un peu moins évident pour lui. Donc, par exemple, pas moins évident, moins caractéristique de lui-même. Donc, tout ce qui est reconnaissance individuelle, non, parce que plutôt collective. Voilà, la question de l'efficacité, non, le plus important pour moi, c'est le résultat et pas vraiment comment on y va.
règles, contraintes, seulement si elles ont du sens, et une valorisation sur le fait de sortir du cadre. Donc ça, c'est un peu la première, quelqu'un qui avance. La deuxième, c'est ce qui est ressorti de ce que tu as dit en premier. Je fais naturellement confiance. Et du coup, c'est cette partie-là autour de l'accueil de la diversité des différentes personnes, de la pluridisciplinarité, de la beauté intérieure de chacun, de la différence de la valeur. Et aussi cet accueil de la diversité des projets, ça fuse des idées, etc. Et donc, j'ai noté lenteur aussi, comme disait aussi Henri, sur le côté, si ça pulse pas, si ça fuse pas de plein de couleurs en même temps, c'est pas pour moi. J'ai renoté aussi liberté. Et au début, je l'avais noté à vert, après je me suis dit, non, je vais le mettre en bleu parce que ça a l'air vraiment très important. Et donc, en opposition au contrôle, pour toi, c'est important, le franc-parler, la transparence. Il y a aussi cette zone ici autour du plaisir, mais ensemble, plaisir collectif, le positif, contribuer, apprendre, créer. Tu as dit plusieurs fois, ça me plaît, c'est fun, ça, c'est rigolo. On sent que ça... Je suis heureuse que tu as dessiné un cerveau avec plein de branches. Je m'attendais à pire sur ce côté plaisir, je t'avoue. Il y a des choses qui poussent dans ta tête. Ouais, c'est bien imagé, c'est ça. Et la dernière petite zone ici, c'est la question d'optimiser son temps. Et donc, on sent vraiment le côté constructif. J'ai noté des petites citations. Je n'aime pas perdre mon temps. Je ne supporte pas ceux qui parlent sans réfléchir. Voilà, le côté on construit, etc. Il y a des petites choses aussi là autour du fait de prendre position, la question du conflit et autres. Donc voilà un petit peu moi ce que j'ai ressorti de cet entretien. Et là, en 20 minutes, tu as dessiné ça là, ou c'était t'étais de dos, tu m'as pas vu, mais. Ah oui, non, bravo, parce que là, c'est exceptionnel. Hein. Voilà. La foule en délire, vous pouvez l'applaudir, hein, clap, 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 parce que là, alors moi, je me reconnais assez facilement, j'avoue. Il faudrait poser la question à quelqu'un qui me connaît un peu mieux, peut-être voir si ça lui parle un peu. Mais là, c'est tout à fait moi, le côté droit, là, je peux pas le nier toujours. Non, mais c'est tout à fait ça, ouais. Enfin, par rapport à ce qu'on s'est dit, c'est assez rapide. Hein. Alors, qu'est-ce que tu ressortirais, par exemple, de ce visuel? Est-ce qu'il y a quelques mots-clés plus importants que les autres? Joli. Non, mais c'est... Ah, des mots-clés, tu veux? J'ai pas fini la torture, quoi, en gros. Alors, le côté visionnaire, objectif, là, je veux pas le renier. C'est souvent moi qui donne le cap, qui donne la vision. Je suis toujours le premier, je dirais, à emmener le groupe. Donc ça, c'est effectivement ça. Sortir du cadre, on va retrouver, donner du sens. Je l'aurais mis avec liberté, contrôle, mais ouais, ça peut jouer là aussi. Ouais. Le côté beauté intérieure, pluridisciplinaire, ça c'est sympa. Le côté diversité, c'est les projets multiples, c'est ça là en fait, oui, ce que tu as. Ouais. Il est assez sympa aussi. Je fais naturellement confiance, ça j'ai commencé par ça en fait. Et en fait, tu as tourné comme ça, c'est ça? Quand tu as dessiné, tu l'as comment? J'ai composé un peu au fur et à mesure en fait. Parfois, tu revenais sur le sens, le cap, l'objectif, donc je mettais ça plutôt par ici. Parfois plus sur ta relation aux personnes, parfois plus sur la notion de plaisir. Écoute, ce que je ressens déjà, c'est que c'est fidèle à mes valeurs et à nos échanges. Hein. Là, je me reconnais complètement, quoi. À part le côté, j'ai un cheveu qui se barre un peu là, mais c'est ce côté-là. Hormis ça, c'est vraiment top. Moi, ça me cause. C'est vraiment mes convictions, on va dire quelque part, quoi. Alors, si on devait faire le lien avec l'énéagramme et avec ces centres d'intelligence, moi, je note quelques mots-clés qui sont vraiment représentatifs du centre mental. En bas, je ne supporte pas ceux qui parlent sans réfléchir, par exemple. Ça, c'est caractéristique du centre mental parce que le mental est dans l'intellectualisation. Et quelqu'un qui parle sans réfléchir, ça veut dire qu'il n'a pas raisonné avant de parler. Donc, c'est très symptomatique, quelque part, du centre mental. La notion de diversité l'évoque également, et notamment les projets multiples, puisqu'en fait, on est dans une débauche, quelque part, de lancement de projets. Alors, je ne sais pas combien tu as de projets en parallèle, mais ce n'est probablement pas 1, 2 ou 3. Non, c'est entre 40 et 50. Voilà, entre 40 et 50 projets en parallèle. Il y a des personnes qui préfèrent avoir un projet et se tenir à leur projet et le conduire jusqu'au bout. Là, on est plutôt sur l'innovation et la multiplicité des projets. Et puis,
il y a aussi cette volonté d'avancer, et on l'a vu tout au long de l'entretien dans ta manière de répondre, d'avancer avec beaucoup de sourire, même avec le masque. On voyait que tu étais souriant, dynamique, que tu apportais une sorte de légèreté en fait à l'entretien, qui faisait que c'était très agréable. C'est d'ailleurs ce que je t'ai livré à la fin, c'est vraiment agréable de t'entendre parler. Et cette notion de légèreté montre un haut niveau d'énergie en fait. Ouais, ça c'est caractéristique chez moi, c'est dès que j'ai un pied par terre, ça envoie, j'allais dire. Donc c'est sans doute pénible pour les autres d'ailleurs d'être aussi énergique que ça. Après, ça permet de faire plein de choses dans sa journée, hein. Donc le côté optimiser son temps, et c'est vrai que je reviens souvent là-dessus, hein, j'avoue. Et c'est quand même assez vital de tenir les réunions à l'heure, que ça commence à l'heure, que ça finisse à l'heure. Et c'est un peu chiant quand ça déborde, quoi. Donc la notion de timekeeper est vitale sur un bateau et vitale là-dessus. Non, moi je me reconnais bien. Ce qu'il faudrait poser la question, c'est par exemple à Gwen qui me connaît un petit peu, qui est dans la salle. Ça te cause, toi, ou pas? Alors, c'est moi ou c'est pas moi? Gwenola, Parce que moi, me reconnaître, c'est comme dans un miroir. Forcément, tu te trouves moche. Mais tu te dis, en fait, déjà, je suis impressionné par la rapidité à laquelle tu as réussi à dessiner par rapport au petit discours, quoi. C'est assez par contre. Je veux le garder, par contre. C'est un beau cadeau. C'est un cadeau. Tu voulais pas me faire un cadeau, justement? Je veux. Alors, on va laisser Gwenola répondre à la question. Gwenola, tu souhaitais pas forcément Elle vient être sur scène. C'est pas grave. Moi, je valide ce portrait. Je dirais même que potentiellement l'emploi du temps de Christophe ressemble à un Tetris. Hein, on joue à Tetris tous les jours. Oh, voilà, il faut réussir à tout caser. Non, c'est très ressemblant sur le profil de Christophe. Et c'est comme ça que tu me vois, toi. C'est-à-dire, en gros, je suis l'espèce de... Bon, l'objectif machin étant président d'ADN, forcément tu m'as connu comme ça. Quelqu'un qui a plein de projets, qui garde son cap, qui va droit au but, qui optimise son temps, mais jamais sans oublier la notion de plaisir et de rencontre et de partage. Enfin, pour moi, c'est représentatif, quoi. Voilà. Ouais, bravo. Bravo à vous deux. Voilà. Tu avais quelques J'en fais quoi en fait de ça? C'est ça qui me turlupine depuis le début en fait, quasiment. J'ai passé au grill, ça. J'avais dit banco. Cette démarche-là, cette démarche Enea-Visu, en fait, elle a pour but de concrétiser quelque part un entretien de coaching. L'entretien de coaching, souvent, il est réalisé entre un coach et un individu. Et l'individu, il repart avec ce qu'il a pu retenir de son entretien. Là, au moins, on a une première trace. Et le fait de le faire de manière, alors bien sûr confidentielle, là, Christophe s'est livré publiquement. Et encore une fois, merci, mais ça permet vraiment d'illustrer la démarche. L'objectif, c'est de pouvoir ensuite approfondir en fait les différents modes de fonctionnement humain grâce à l'outil Enneagramme et d'aller plus loin sur qu'est-ce qui fait que tu vas te retrouver dans tel ou tel type. Et une fois qu'on a identifié, que chacun a identifié son type, et là je réponds également un petit peu à la question de Cécile Sergent, c'est vraiment intéressant, comment l'utiliser, le mettre en œuvre dans un cadre collectif ou un cadre d'équipe, c'est que cette démarche-là, c'est une démarche individuelle. Le seul intérêt que cela présente, c'est de permettre à un individu de prendre conscience de son mode de fonctionnement, de prendre conscience de ses talents et de prendre conscience de ses limites. Et dans une équipe, en fait, on déroule cet entretien avec les différents membres de l'équipe, là en face à face et de manière confidentielle pour que chacun puisse s'y retrouver. Les membres de l'équipe peuvent, s'ils le souhaitent, partager leur visuel au sein de l'équipe. Et là, il y a une première grande force, un premier avantage, c'est de pouvoir parler librement de son mode de fonctionnement. Quand Christophe nous a livré tout à l'heure, par exemple, le fait que quand ça devenait long et ennuyeux, il s'en va. Au sein d'une équipe, quand on se dit ça, ça permet vraiment de savoir quelle est la limite de Christophe. C'est-à-dire que le talent de Christophe, c'est de multiplier les projets, de les lancer, de les dynamiser. Ce n'est pas forcément ensuite d'aller jusqu'au bout du projet. Et donc, pour le manager, c'est une information essentielle. Mais la plupart du temps, on n'en parle pas de cela. Alors attends, si je reprends la question de Cécile, qui est très intéressante, parce qu'en fait, moi, je vois le cas d'emploi également, c'est... tu le fais quand même pas tout sur scène, tu le fais en individuel, mais de façon masquée.
Alors, quel est le sens de ta Comment ça se question? procède en fait? Alors, comment La ça se recette, procède? c'est quoi? Alors, la recette, j'ai une c'est- équipe de 8 personnes, allez, on va dire Très aujourd'hui. bien. Eh ben, ça fait 6 entretiens. Donc 6 Chacun dans leur entretiens coin. qui durent 45 minutes. D'accord. Chaque individu, en fait, ces entretiens sont confidentiels et restent entre moi et l'individu. Et chaque individu repart avec son aîné à visu. L'objectif derrière, c'est qu'on puisse démarrer une démarche de développement personnel, mais au niveau d'une équipe. C'est-à-dire qu'après, moi, je peux aller présenter en fait l'outil Enneagram, je peux aller présenter et illustrer en fait les différents D'accord. modes de fonctionnement des individus, et chacun fera son chemin en fait par rapport à cela. C'est-à-dire que ceux qui veulent partager, partagent. Ceux qui veulent un peu plus de temps pour partager, prennent le temps qu'ils veulent pour décider de partager. Mais ensuite, l'objectif, c'est que l'équipe puisse dialoguer et puisse discuter, et que les individus, les membres de l'équipe, puissent vraiment faire connaissance. Je prenais l'exemple ce midi à table avec mes co-organisatrices. Je leur disais, mais en fait, on se connaît depuis plusieurs mois, mais quelque part, on commence juste à parler de soi vraiment, à se dire, bah oui, alors moi j'ai des enfants, oui, moi j'ai fait ça, moi j'ai telle passion, bah là ça j'aime pas, etc. Et en fait, ça prend du temps, et en entreprise, la plupart du temps, on n'aborde pas ces sujets-là. C'est un peu connais-toi toi-même et tu progresseras, quoi, en gros. En tout cas, c'est une phase d'introspection. C'est soyez le changement que vous voulez voir dans l'environnement. On ne peut pas, et ça je le martèle à chaque fois que j'interviens, on ne peut pas changer les autres. Par contre, on peut se changer soi pour mieux interagir avec les autres et pour mieux coopérer. Moi, je vois ça utile dans le sens, ça peut éviter la critique. Souvent, on est très français, enfin très latin dans l'âme. Et je pense que cet outil, comme ça à chaud, hein, c'est vraiment une réaction à chaud, donc je n'ai pas la science infuse. C'est plutôt un outil qui me servirait à dire, tiens, arrêtez de critiquer, soyez vous le changement et arrêtez de dire, ok, l'autre il a tort, etc. C'est plutôt ça qui pourrait être utile chez nous, au sens, ok, tu critiques, mais tu apportes quoi en échange, quoi. C'est un peu ça l'objectif pour moi. Ouais. Et donc déjà, le côté individuel, de prendre conscience, moi je dirais que c'est un superbe outil. J'en vois des gens en bilan de compétences quand ils se sentent un peu perdus, etc. Là, je ne sais pas combien on a mis de temps, mais vraiment très très court. En bilan de compétences, on met une demi-journée en gros, et là, en 1 heure, on fait le tour. Alors bon, ok, c'est préparé, c'est peut-être plus profond que ça, mais c'est pas mal du tout, hein, c'est très représentatif, quoi. Déjà, de prendre conscience de ça, c'est énorme. Et la grande différence avec une séance de coaching traditionnelle, c'est qu'en fait, là, nous sommes 2 coachs. Donc, Margot qui fait le dessin et moi-même. Donc, moi, j'apporte quelque part le respect de l'énéagramme, mais Margot apporte aussi sa vision et son interprétation, et c'est ça qui fait la richesse en fait d'un coaching à 2. Et plusieurs dirigeants nous ont dit, mais en fait, c'est super intéressant d'avoir 2 coachs parce que habituellement, on est enfermé dans une relation avec un coach. C'est le côté enfermé avec un psy, hein, quelque part, qui peut être sympathique, hein, mais qui est une relation de confiance. Là, d'en avoir 2, donc tu as 2 visions complémentaires. Et le côté visuel, moi, me plaît énormément. Enfin, c'est très atypique, hein, parce que j'ai fait des pratiques comme disque, le cercle des couleurs, etc. Ça te permet de progresser, mais pas à cette vitesse-là, au sens, le rendu est carrément différent, là. Et très objectivement, bravo, parce que c'est très visuel, puis c'est très représentatif de ma pomme, sur un temps qui est quand même super court, sans forcément se connaître plus que ça, quoi. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose. Effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, Henri, sur le côté, effectivement, c'est des visions, c'est des visions et c'est pas la vérité. Ce que je fais ici, c'est une proposition. C'est ton petit côté Messner. Ouais. C'est une proposition sur laquelle on peut rebondir, sur laquelle on peut avancer ensemble, mais à aucun moment c'est la vérité. Ça fait l'objet de... Et c'est dans cette relation, cette interaction, que se construit, pour moi, Mais ce qui m'impressionne, c'est que tu as interprété... je suppose que vous travaillez ensemble. Tu as interprété ce que j'ai dit de façon très visuelle. Alors, c'est pas la première fois que je vois un scribe quelque part, mais je te dirais pas tu as pensé à quoi quand tu as écrit ça ou quand tu as dessiné ça, quoi. C'est très, très représentatif de ce que j'ai dit, quoi. Et il n'y a rien qui me surprend, quoi. Il n'y a pas un truc, je te dis, qu'est-ce que tu me fais là, ou je sais pas quoi, là. À part l'espèce de boule, là, machin, là, qui ressemble à un arbre de Noël, mais tu as interprété projet multiple, c'est écrit en dessous. Non, franchement, c'est top, hein.
Bravo. Merci. Bravo à toi, parce que c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce que bon, Henri, il a le rôle facile. Hein. Mm. Messner, il pose des questions. Toi, tu as un rôle assez dur, je trouve. Moi, c'est très facile, oui. Bon, ça a l'air comme ça. Hein. Alors, on a une deuxième réaction de Cécile. Ce type de partage collectif permet de déculpabiliser. On ne peut pas être tout et de faire évoluer les relations. Vu avec le MBTI, effectivement, alors il existe plusieurs systèmes de développement personnel et d'études des comportements humains. L'énéagramme est probablement le système qui va le plus loin, en fait, dans pourquoi on est comme ça et quelles sont les caractéristiques de son mode de fonctionnement. Est-ce qu'on peut ouvrir peut-être à d'autres questions? Est-ce qu'il y avait, Gwenola, d'autres questions avant ces questions que je vois apparaître sur l'écran? Non, donc n'hésitez pas, si vous avez quelques questions, à utiliser la conversation Teams pour pouvoir les poser et on va y répondre. Donc, par rapport à ce que tu as expliqué au début, que j'écoutais attentivement, donc les morceaux de cerveau plus ou moins de taille différente mais toujours utiles, par rapport j'allais dire, le pentagramme, c'est 9 thématiques, là, c'est ça? L'énéagramme. L'énéagramme. C'est moi qui détermine mon type ou c'est toi qui le détermine? Ah non, c'est toi qui le détermine. D'accord. Alors ça fait partie des règles éthiques en fait de la profession, c'est que quelle que soit la qualité des coachs qui peuvent t'entourer, il n'y a que toi qui te connais. Et donc en répondant à des questions, tu réponds à des questions à un instant précis, dans des circonstances particulières, et il se pourrait que tu répondes différemment à ces questions. Et en fait, c'est toi qui peux savoir si tu réponds différemment ou pas. Donc le coach n'a pour utilité que de t'éclairer en fait sur les différents types de l'énéagramme, et c'est à toi de te positionner sur quel est le type dans lequel tu te reconnais. On a d'ailleurs plusieurs exemples de personnes qui sont convaincues d'être dans un type en particulier, dans un centre d'intelligence particulier, et qui, après une longue période, se disent non, tout compte fait, j'étais pas là. En fait, j'étais là parce que c'était mon patron, ou c'était ma femme ou mon conjoint qui m'influençait et influait beaucoup sur les réponses que j'apportais. Ouais. Non, là, tu m'as pas influencé du tout. Hein. Sur scène, tout va bien. Ouais, d'accord. J'ai pas encore compris la relation, mais il doit y avoir un travail supplémentaire, je suppose, pour s'identifier dans un type, quoi, ou dans des types. Il faut déjà avoir connaissance en fait de soi, connaissance ensuite de l'énéagramme, et avoir conscience en fait de l'attitude que l'on adopte dans telle ou telle situation. En ce qui te concerne, tu as déjà été très clair et très expressif sur plein de situations. Alors après, il faut avoir la capacité à l'entendre, c'est-à-dire que des fois, on est un peu focalisé sur ses propres objectifs ou propres intérêts, mais avec de l'entraînement, on arrive à tout à fait apercevoir ça. Ok. Voilà, donc je ne vois pas d'autres questions. On peut, je pense, clore sur les questions. Moi, j'ai quelques questions pour les participants. Et je vais commencer par la première question. Donc pour ça, il faut que vous alliez sur Bicast. Vous connaissez maintenant la procédure. Vous allez sur le site bicast.com et vous répondez à cette première question avec le code. Alors le code, c'est NDW 2020. On va vous le rappeler dans la conversation. Et vous répondez à la première question qui est: cet atelier vous a-t-il été utile ? Et c'est là où commence la minute d'angoisse. Parce qu'en fait, il y a toujours un délai entre les gens qui répondent et le moment où on a posé la question. Donc, va-t-il y avoir des réponses? Donc voilà, on voit apparaître ensuite la notation. C'est bon, la 4 étoiles, les gars. Je ne sais pas ce que ça représente, mais... Attends, je m'approche, parce que je vois assez peu. J'ai pas mes lunettes, là. Ah oui, d'accord, tu as tout ton questionnaire, c'est pas mal comme outil. Ah merde, on a perdu une étoile. Gwen, t'as déconné, là. On court pas assez vite. Voilà, donc on vous laisse le temps d'aller répondre. Il y a 22 participants, c'est ça Non, c'est au questionnaire. 3 réponses, on va laisser monter un petit peu plus. Tu vois ça où, Henri, là? En bas à gauche, tu es en dessous des étoiles, dans le grand rectangle blanc. Ah oui. Tu vois le nombre de réponses. J'ai tout compris. C'est pas mal, ça. Voilà, et comme on est quand même contraint de suivre un petit peu le timing, je vais vous laisser encore une dizaine de secondes et passer à la question suivante. Tu peux répondre pour moi, ça m'a été utile. Hein.
Donc on passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est: cet atelier vous a-t-il paru assez concret? Voilà, ouais. Donc là, c'est un défi, hein, une pression plus importante, puisque j'ai dit en introduction qu'on allait passer dans le concret. Donc j'espère que la notation va être légèrement supérieure quand même sur l'aspect concret. C'est les mêmes questions pour chaque atelier, ou c'est toi qui as... Pour chaque atelier, oui. Pour chaque atelier, ce sont les mêmes questions. Ouais. C'est quoi les marins, tu les mets sur la voile là, toi? Ils sont cachés derrière les... Voilà, et puis du coup, je passe à la dernière question. Cet atelier vous a-t-il donné envie? Et comme ça, vous verrez que les 3 questions répondent aux 3 centres d'intelligence, et qu'il est important de pouvoir adresser ces 3 centres d'intelligence dans toutes les actions que l'on mène, que ce soit des actions de communication, de réflexion, de management. Il faut essayer d'adresser ces 3 centres d'intelligence. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure, puisqu'il n'y a plus de questions. Plus de questions, moi, plus de questions de mon côté. Donc merci Christophe encore pour ta participation à cette interview en public. Merci Margot pour le visuel et pour ta présence à mes côtés dans cet exercice. Merci à vous. Voilà, c'était un vrai plaisir de partager ça avec vous deux. Donc nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information. Écoutez, à très bientôt pour la suite.